Bonjour. Dans ce nouveau tuto Android, j'aimerais vous montrer comment faire de la persistance de données dans une base SQLite, mais en utilisant un ORM. Un ORM, qu'est-ce que c'est? Regardez, je prends Wikipédia, très bien, et ici je tape ORM. Donc un ORM, c'est un Object Relational Mapping. C'est un système, un logiciel qui va permettre de synchroniser des instances Java, des objets, avec vos tables en base de données. Et l'idée, c'est que vous n'ayez plus à taper d'ordre SQL. C'est l'ORM qui va produire le SQL à votre place, soit pour lire des objets à partir de la base, soit pour écrire des objets directement en base. Alors il faut savoir, au niveau d'Android, il n'y a pas d'ORM de base qui soit installé avec le système. Donc il faut télécharger des librairies complémentaires. Pour Android, moi je vous conseille d'utiliser un ORM qui s'appelle ORM Lite. Donc regardez, je vais sur le site, donc vous retrouverez ici pas mal d'informations. Vous avez tout ce qui est dédié à Android à ce niveau-là. Et donc en gros, je vais m'appuyer sur ce schéma. Vous avez vos classes Java, vous avez vos tables en base de données, et on va définir le mapping. Le mapping, c'est la correspondance entre nos classes Java et nos tables SQL. Une fois le mapping défini, le système va pouvoir synchroniser vos codes Java avec la base de données. Le mieux pour bien comprendre ça, c'est de passer directement à une mise en œuvre. Donc regardez, je reprends Android Studio et je vais y créer un nouveau projet. On va l'appeler test ORM Lite. Très bien. On choisit une API 15, pourquoi pas, et donc c'est une application pour smartphone et tablette. Très bien, j'accepte les valeurs par défaut, comme souvent. Je laisse quelques secondes à l'atelier, le temps qui me crée le projet. Comme je vous disais il y a quelques minutes, de base dans Android, il n'y a pas d'ORM. Donc il faut en télécharger un. Donc il va falloir au niveau de notre projet Android définir une nouvelle dépendance sur la librairie ORM Lite. Alors comment ça se fait? Vous allez directement au niveau de Gradle Script ici, vous l'ouvrez et vous retrouvez votre build Gradle en module app. Vous éditez ce fichier. Ici vous voyez, c'est là qu'on a normalement les dépendances. Alors si vous connaissez directement les informations ORM Lite, vous pouvez rajouter une ligne compile. Si vous ne savez pas trop travailler à ce niveau-là, regardez, je fais bouton droit ici, je demande à ouvrir les settings du projet, je vais dans Dependencies, on retrouve exactement les informations qu'on avait au niveau du bloc Dependencies dans le fichier de Gradle. Et regardez, ici, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter une nouvelle librairie. Vous tapez ORM Lite, vous faites un search, vous laissez quelques minutes au système le temps de trouver ce qu'il faut, et donc vous prenez la dernière version d'ORM Lite. Ça rajoute cette ligne ici, vous faites OK, et regardez, ça va mettre à jour votre fichier build Gradle de manière complètement automatique. Et donc, on est en train de tirer une dépendance sur cette librairie. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose de reprendre un scénario que j'avais déjà vu sur le précédent tuto Android, à savoir, on est en train de faire un jeu et on veut synchroniser des scores en base de données. Pourquoi pas? Je peux définir une classe Java, je vais l'appeler score. C'est elle qui va donc définir un score pour un utilisateur. Et cette classe va être constituée de 4 attributs. Je vais avoir en private un entier, c'est mon ID score, c'est ma clé primaire qui permettrait de retrouver le score en base. Je vais ensuite avoir un string, c'est le nom de l'utilisateur qui a marqué ce score. Un private int, le score à proprement parler. Et puis ici, un dernier attribut de type date, c'est un java.util.date. Et donc, c'est quand ce score a été effectué. Du coup, il faut savoir, pour qu'un ORM puisse fonctionner, il faut toujours plus ou moins avoir un constructeur à 0 paramètres. Donc regardez, je viens ici, je clique sur Generate, et donc je génère un premier constructeur à 0 paramètres. Alors, j'avais sélectionné ID score, je l'enlève. Voilà, mais donc j'ai un constructeur à 0 paramètres. Je peux éventuellement, pour mes besoins, rajouter un constructeur
avec un certain nombre de paramètres. On va dire que l'identifiant, normalement, c'est la base de données qui doit les générer. Donc si moi je produis un nouveau score, ben, j'aurai juste besoin de donner le nom, le score et la date. Et quand je vais le pousser en base de données, un identifiant me sera produit. Bon, ben, pourquoi pas. Et puis, je peux éventuellement générer les getters et les setters dont on pourrait avoir besoin pour le reste du code. Très bien. Je finirai par un toString. Vous voyez, je tape toS, CTRL espace. Quand j'ai la LED qui est affichée, je tape sur la touche entrée. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à dire comment je veux afficher un score. Donc on va imaginer, on affiche l'identifiant du score, de points, plus, pourquoi pas, le nom de l'utilisateur, plus un espace ou une flèche, tiens, pourquoi pas, plus le score effectué, un petit séparateur encore une fois, et puis pourquoi pas la date à laquelle le score a été réalisé. Très bien, donc ça c'est notre toString. Bon ben voilà, là j'ai une classe, cette classe pour le moment elle n'a rien de particulier, c'est vraiment une classe Java qui permettrait de stocker des données relatives à un score. Très bien. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Effectivement, je veux que cette classe soit synchronisée avec une table en base de données. Ben, c'est là que ORMLite intervient. ORMLite me fournit un certain nombre d'annotations. Regardez ici, je vais taper Database Table. C'est une annotation qui me dit que cette classe doit être synchronisée avec une table en base de données. Alors, soit je veux que le nom dans la base, ce soit exactement le même que le nom de la classe, excusez-moi, soit je veux éventuellement contrôler un petit peu les choses. Ici, par exemple, regardez, je peux mettre un table name, d'accord, et pourquoi pas, je vais l'appeler t_scores. Je fais exprès de donner un nom de table qui soit différent de mon nom de classe. Très bien. Ensuite, j'ai besoin de mettre en correspondance mes attributs avec les colonnes en base de données. Donc regardez, ici je vais mettre un database, cette fois-ci field. Alors vous avez vu, quand j'ai fait CTRL espace, là il m'affichait les pactages. On est dans un pactage qui est hors de ceux classiquement utilisés au niveau d'Android. C'est normal, ce sont des pactages de ceux qui ont défini cette librairie ORMLite. Très bien. Donc au niveau de mon database field, je vais définir un column name. C'est le nom de la colonne en base de données. Bon, c'est pas obligatoire de faire ça. Là, je pars du principe que j'ai exactement le même nom qu'au niveau de ma classe. Maintenant, si je voulais au niveau de la base avoir un nom différent, je peux ici donner un nom différent. D'accord ? Je pourrais même ne pas le mettre. C'est-à-dire que si vous avez exactement le même nom d'attribut que le nom de la colonne, dans ce cas-là, le column name n'est pas obligatoire. Bon, histoire d'en garder une trace quelque part, je vous en mets au moins un. Pour la suite, je ne les mettrai pas. Et puis surtout, ce qu'il faut dire ici, c'est que ça, c'est une clé primaire et que cette clé primaire sera gérée par la base de données. C'est la base de données qui va me produire mes identifiants. Très bien. Pour les autres attributs, je mets simplement une annotation pour dire ils sont persistants en base et on utilisera en base de données le même nom de colonne que le nom de l'attribut. Très bien. Bon là, je viens de clore l'écriture de ma classe score et j'ai mis les informations qui vont permettre à l'ORM de pouvoir synchroniser la classe avec les informations en base de données. Très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant, je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler Database Manager. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi mes précédents tutos, mais en tout cas, dans le dernier tuto que j'avais fait, je vous montrais comment utiliser, avec les mécanismes classiques, une base de données SQLite. Et donc, on utilisait la classe SQLite Open Helper. On avait synchronisé nos scores au niveau de la base en écrivant un certain nombre d'ordres SQL. Bon, là, on va faire à peu près la même chose, d'accord ? C'est-à-dire que le framework ORMLite s'est inspiré de cette classe qui était fournie par le framework Android. Et donc ici, la classe en question va s'appeler comment ? Elle va s'appeler ORMLite, SQLite, Open Helper. En gros, on a rajouté juste ce petit préfixe devant le nom de la classe de base qu'on avait pour y accéder de manière traditionnelle.
Très bien. On se retrouve avec des erreurs. Bah, les erreurs qui sont proposées ici sont les mêmes que celles qu'on avait à l'époque. Hein. À savoir, j'en ai 3. La première problématique à gérer, bah, c'est qu'il me faut un constructeur, sauf que le constructeur de la classe parente dont je dérive hein, bah, ne fournit pas de constructeur à 0 paramètres. Il faut forcément lui passer un paramètre. Donc je me dois de redéfinir mon constructeur. Donc pareil, public, database manager. Très bien. Je vais avoir besoin de lui passer un contexte au constructeur parent. Donc celui-ci, je ne pourrais pas le déduire. Donc je vais le prendre du paramètre de mon constructeur. Et puis après, je vais avoir besoin de 3 autres paramètres. Il y en a un qui sera nul. Et puis pour les 2 autres, ben, je vais définir des constantes. Donc ici, je vais avoir un private static final. Donc ça, c'est pour avoir une constante. Ma constante sera de type string. Je vais l'appeler database name. Et donc, on va appeler notre base game.db. Pourquoi pas? Très bien. Ensuite, il me faut une deuxième constante, cette fois-ci de type entier. C'est le numéro de version hein, pour laquelle ma base, la version de la base actuelle. Donc, on va dire database version. Pour le moment, c'est une base en version 1. Très bien. Et donc, ici, il faut que je fasse un super auquel je passe le contexte, le nom de la base de données. Il y a une histoire de factory que je ne vais pas utiliser, donc je vais placer nul pour le moment. Et ici, je vais y mettre un database version. Très bien. Donc, le problème du constructeur est réglé. Il me reste 2 autres problèmes à gérer. La classe ORMLite SQLite OpenHelper est une classe abstraite. Elle définit 2 méthodes abstraites. Il vous le dit, hein, en mettant la souris au niveau des erreurs, hein, vous avez un descriptif de ce qui nous pose souci. Et donc là, il nous manque 2 méthodes. OnCreate, qu'il faut concrétiser, hein, et OnUpgrade. Regardez, je génère mon OnCreate et je génère mon OnUpgrade. Pour ceux hein, qui ont l'habitude d'utiliser maintenant la classe SQLite OpenHelper, les méthodes là se ressemblent énormément. La différence, c'est qu'on a rajouté cette information-là. D'accord ? Mais sinon, on prend toujours en paramètre un SQLite database et on prend toujours, dans le cas du OnUpgrade, hein, le old version et le new version. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on faisait jusqu'à présent, avec une petite nuance, c'est que maintenant on a un paramètre supplémentaire. Très bien. L'étape d'après, c'est d'implémenter ces méthodes, hein, bien entendu. Et donc ici, au niveau du onCreate, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir prendre en charge la création des tables. Là, vous avez 2 solutions. Première solution, je vais créer mes tables en envoyant des ordres SQL. Bon, dans ce cas-là, on utiliserait directement cet objet-là et on pourrait donc faire des exec SQL pour envoyer nos create tables. Pour de plus amples informations sur cette façon de faire, je vous renvoie sur le précédent tuto hein, au niveau de SQLite. Maintenant, nous, on utilise un ORM. On a peut-être une solution un petit peu plus sympathique. Regardez, bon, au cas où il y aurait des erreurs, je vais gérer un block try catch. Hein. Voilà, je vais rajouter le catch maintenant. Et donc, en cas d'exception, quel que soit le type d'exception, nous, on ne va pas faire grand-chose. On va simplement, au niveau des logs Android, hein, produire un message d'erreur. Je vais utiliser comme tag database, ça me permettra de filtrer les affichages qui seront faits. Et ici, on va dire problème de construction de base. Ouais. Can't create database, voilà. Et on passera aussi en paramètre l'exception qu'on aura constatée. On est bien d'accord, hein, le onCreate sera invoqué une fois lors de la création de la base de données. C'est-à-dire c'est la première fois où vous allez installer et démarrer votre application. Par la suite, la base de données sera créée, donc elle ne va pas être reconstruite, bien entendu. Et donc pour créer mes tables, ce que je peux faire, c'est utiliser la classe TableUtils. Elle me fournit un certain nombre de méthodes, et notamment un createTable ou un createTable if not exist. Pourquoi pas? Donc comme vous voulez, allez, je vais faire pour le moment un createTable. Je dois lui passer quoi? Je dois lui passer la connection source et je dois lui passer le type de données à partir duquel elle doit déduire les informations de construction de la table. C'est-à-dire que là, je vais lui passer score.class. Grâce à ça, elle va analyser cette classe,
Elle va retrouver les annotations qui sont ici fournies et donc va en déduire le nom de la table et le nom des colonnes à produire, ainsi que les types. On a les types des attributs, donc on peut en déduire les types équivalents en base de données. Et donc grâce à ça, cette instruction-là va automatiquement créer votre table. Ceux qui ont l'habitude de faire les create tables directement en SQL noteront le gain de productivité. C'est beaucoup plus simple. J'ai défini mon type, je l'ai annoté, à partir de là, le système est capable de créer ma table automatiquement. La seconde méthode que je voulais vous montrer, c'est le onUpgrade. Le onUpgrade, il déclenche quand? Il déclenche dès lors que je vais mettre à jour la structure de ma base de données. Imaginez, vous aviez une application en version 1. Donc la base de données était liée à cette version, elle a été créée et donc l'application a été utilisée. Maintenant, l'utilisateur fait une mise à jour à partir du Play Store. On a une nouvelle version de l'application, la V2, qui vient avec une version 2 de la base de données. À partir de là, le système, quand il va démarrer cette application en version 2 la première fois, il va détecter que sur son support de stockage, il a une base de données en version 1. Ce sera le old version ici. Il faut maintenant passer en new version. Donc, comment mettre à jour la base de données? Alors, il y a plusieurs situations possibles, mais imaginez, vous avez simplement rajouté des nouvelles tables. Vous pouvez créer des nouvelles tables en utilisant des lignes de code similaires à celle-ci. D'accord? Si maintenant vous voulez altérer une table existante en rajoutant des nouvelles colonnes, là c'est un petit peu plus compliqué et certainement qu'un petit peu de SQL sera nécessaire. Dans ce cas-là, envoyez des ordres SQL de manière traditionnelle. Moi je vais faire quelque chose de vraiment bateau. Ça me permettra de pouvoir faire des tests, en tout cas et vérifier que le onUpgrade fonctionne bien. Alors oui, quand même je vais faire une petite chose, excusez-moi, mais ici je vais aussi rajouter un log.i. Donc c'est un message d'information pour dire cette fois-ci que le onCreate a été invoqué. Très bien. Bon, ça c'est juste pour information, pour savoir que notre onCreate s'est correctement exécuté. Là je vais faire à peu près la même chose. Je vais dire ici que notre onUpgrade a été invoqué. Là on va dire qu'on n'arrive pas à faire d'upgrade en cas de problème. Et puis regardez ici, histoire de vous montrer quelques possibilités, là je vais faire un delete table. Non, j'ai une bêtise, c'est un drop table, excusez-moi. Drop table qui va me permettre de détruire une table si jamais c'est nécessaire. Pour faire mon drop table, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la connection source, j'ai besoin du type de données à partir duquel il doit déduire le nom de la table à détruire. Et puis ici, je vais lui mettre un flag pour confirmer la suppression. Très bien. Donc là, si jamais j'ai un onUpgrade, je suis un petit peu violent. Je commence par détruire intégralement la table. Donc je perds tous les scores qui auront été sauvés. C'est peut-être pas la meilleure des manières. Mais bon, ça me permettra de faire quelques tests malgré tout. Et donc ici, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je relance un onCreate. Pour faire un onCreate, il me faut quoi? Il me faut un objet de base de données SQLite, puis la connection source qui est fournie par le framework ORMLite. Très bien. Donc ça, c'est mes codes qui vont me permettre soit de prendre en charge une création d'une nouvelle base de données lors du déploiement pour la première fois d'une version du logiciel, et puis le onUpgrade pour faire des mises à jour du logiciel et donc de la base de données qui va avec. Très bien. Allez, on va rajouter une troisième méthode. On en fera d'autres par la suite, mais là je vais faire une troisième méthode pour commencer à faire des tests. Et donc regardez, je vais faire un public void insert score. Et donc on va imaginer, j'ai un objet de score qui m'est passé en paramètre. Moi ce que je veux, c'est le pousser en base de données. La question c'est comment je vais faire ça. Alors on est bien d'accord, l'idée c'est surtout de ne absolument pas de faire un insert. Je ne veux pas, moi, avoir à taper le insert et à l'envoyer en base de données. Donc ce que je veux, c'est demander à ORMLite de le faire à ma place. Donc pour ce faire, je vais récupérer ce qu'on appelle une DAO. DAO, c'est Data Access Object. C'est un objet d'accès aux données qui va me permettre de prendre en charge des actions classiques telles que l'insert, l'update, le delete ou, bien entendu, un select. Donc regardez, là je fais une DAO sur score. Bon,
J'utilise CTRL espace pour mettre l'import. Et notez aussi, c'est un type générique, hein, et donc je dois lui dire que c'est une DAO qui est spécifique à un score. Là, c'est un integer qu'il nous faut, hein. Je laisse ce paramètre de côté, je vous laisse aller voir la doc pour de plus amples informations. Je vais appeler ça ma DAO, d'accord? Et comment je fais pour récupérer cette DAO? Je fais un get DAO, et je lui donne quoi ici? Le nom du type qui m'intéresse. Donc je veux une DAO de gestion de score. Très bien. Bon, notez, ça peut produire une petite exception, hein, en cas de souci. Donc ici, je vais rajouter un bloc try catch. Parfait. Et donc là, on va dire count insert score into database. Très bien. Et donc maintenant, grâce à cette DAO, j'ai des méthodes qui me sont proposées et avec lesquelles je vais pouvoir traiter mes objets. Comme je vous ai dit, on va notamment pouvoir mettre à jour les mettre en place les 4 ordres classiques, hein. Insert, delete, update et select. Vous retrouvez des méthodes associées à ces choses-là. Un create, c'est une création de données en base. Donc c'est un insert. Un delete, vous vous en doutez, c'est une suppression de données. On verra, on a un certain nombre de méthodes qui vont me permettre de retrouver des informations en base, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez les queries ici. Et puis vous avez un update, hein, qui permettra de mettre à jour la base de données. Très bien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un create. Je lui passe quoi? Le score à mettre à jour en base de données. Bon, en ayant fait ça, lui va produire l'ordre insert qui devrait normalement synchroniser mes objets en base. Très bien. Bon, histoire de tester si ces premières méthodes fonctionnent correctement, regardez, je vais reprendre mon activité. Personnellement, je vais préférer ici utiliser un relative layout. Bon, effectivement, le fait de ne pas avoir utilisé le constraint layout, comme je vais faire quelque chose de relativement simple, ça me permet de gagner une librairie. Regardez, je peux revenir sur mon build.gradle et éventuellement supprimer cette librairie-là. Je peux même faire encore mieux, hein. Je suis en train de réfléchir, je devrais même pouvoir faire encore mieux. Plutôt que de mettre un relative layout ici, je pourrais mettre un scroll view de type horizontal. Je cherche, c'est l'orientation, je crois. Au pire, de toute façon, c'est la valeur par défaut. Donc voilà, j'ai un scroll view, donc il est par défaut vertical et pas horizontal. Donc un scroll view vertical. Dans ce scroll view, qu'est-ce que je vais vouloir gérer maintenant? Je vais vouloir y mettre un text view. Alors pourquoi j'ai mis ce scroll view? Parce que si ma zone de texte contient un grand nombre de scores, je pourrais scroller avec le doigt et donc afficher un élément ou un autre. Cet élément, je vais l'appeler scoresView, c'est là que je vais afficher mes scores, d'accord? Et donc ici, je vais retirer le texte par défaut, hein. Initialement, il n'y aura aucun texte d'affiché. Je vais aussi changer sur ce texte view la taille de la police de caractère, histoire de voir un petit peu mieux les choses. Très bien, donc là, j'ai mon layout qui est en place et donc je vais maintenant pouvoir utiliser mon database manager pour injecter des données en provenance de la base. Donc regardez, ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir 2 attributs. Le premier attribut, c'est mon TextView, hein, qu'on a mis en place au niveau de notre layout. On avait choisi de l'appeler scoresView, pourquoi pas. Et donc j'aurai un second attribut, mon database manager. On va l'appeler database manager. Au niveau du onCreate, il faut que j'initialise ces 3 attributs. Donc scoreViews, je vais retrouver mon TextView à partir du layout en faisant un findView by ID. On est d'accord, hein, l'identifiant ici, c'est l'ID qu'on a donné au niveau de la ressource de layout. Donc c'est scoreViews. Très bien. Pour ce qui est du database manager, je vais l'instancier. Et je vais lui passer this en paramètre. This, hein, c'est mon activité, je suis une activité. Donc, je dérive de contexte. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'attend Database Manager. Database Manager attend un contexte en paramètre.
Très bien. Donc, arrivé à ce stade-là, normalement, je suis connecté à ma base de données. Et comme on vient de faire l'installation de notre application, comme on va faire l'installation pour la première fois de notre application, ben normalement, à ce moment-là, il va créer la base de données. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de mettre quelques données initiales au niveau de ma base. Et donc, je vais faire ici un new score. Voilà. On va imaginer que James, il a fait un score de 1000. Voilà. Il a fait ce score quand? Maintenant. Donc là, je crée une date. Allez, il y a un autre utilisateur qui a joué. C'est Jason. Voilà, pourquoi pas. Et il a fait un score de 1200. Très bien. Et regardez, à partir de là, je ferme momentanément ma connexion en base de données. Très bien. Et j'envoie ça dans un émulateur. Bon, il va nous falloir quelques secondes, le temps qu'il démarre l'émulateur. Mais vous allez voir, comme on démarre notre application pour la première fois, il va créer la table demandée. Donc dans quelques instants, on devrait avoir une quelques secondes. Voilà, le temps que l'émulateur démarre. C'est toujours un petit peu long. Bon, il faut comprendre qu'on démarre un nouvel OS. C'est un OS Linux, un Android. Dessous, il y a un noyau Linux. Donc ça met un certain temps à démarrer. Bon, c'est quand même assez rapide malgré tout, mais il faut patienter. Voilà, donc le système est démarré. Il est en train d'y déployer notre APK, notre application. Et donc, voilà, l'application vient de démarrer. Je vérifie juste ici si on a eu des soucis. D'accord, on est au niveau des logs dans Android Monitor. Ici, je filtre avec, pourquoi pas, mon tag database. Et donc, on voit que le onCreate a été invoqué. Et donc, a priori, tout va bien. Oui, ce que j'aurais peut-être pu faire, si vous ne l'avez pas encore démarré, éventuellement, vous pouvez rajouter peut-être une ligne ici. C'est que là, on aurait pu faire un log.i pour dire qu'on avait eu 2 insertions. Au niveau de la base de données. Bon, moi, c'est pas grave, je ne les ai pas mis, donc je ne retrouve pas ces logs. Mais éventuellement, prenez soin de le faire. Si vous le refaites, vous rajoutez encore 2 nouveaux utilisateurs, donc c'est pour ça que moi, je ne le relancerai pas. Donc, si vous ne l'avez pas encore lancé, éventuellement, rajoutez les logs. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu d'erreur, donc tout semble s'être correctement passé. Très bien. Regardez, à partir de là, je relance un petit outil que je vous avais présenté dans le tuto précédent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est le Android Device Monitor qui est ici. Il est intéressant ce petit outil parce qu'il me permet de pouvoir aller scanner mon disque dur. Quoi, mon disque dur? Le support de stockage, on va dire, au niveau du périphérique Android. Attention, si vous voulez que ça marche, votre AVD, votre Android Virtual Device, votre AVD doit être routé. Pour ce faire, vous prenez une console, un shell, et vous tapez ADB espace root. D'accord? Vous tapez cette commande-là. ADB, c'est un outil qui est fourni par le SDK. Faut-il que le pass, bien entendu, permette d'aller accéder à cet outil dans le SDK Android, au cas où vous mettez à jour votre pass. Et vous tapez ADB root. Normalement, ça va router votre système Android virtuel. Par contre, soyons clairs, n'essayez pas de router un téléphone physique. C'est fortement déconseillé. Si vous le routez, ça veut dire qu'à partir de là, toute application va s'exécuter en tant que root et donc c'est une source de virus potentiels, mais vraiment importante. Donc essayez de ne pas router vos téléphones physiques, s'il vous plaît. Bon, ici, moi, mon AVD avait déjà été routé. Donc du coup, ça me permet d'avoir accès à ce répertoire. Data, je l'ouvre. Dedans, il y a un sous-répertoire data. Voilà. Si votre téléphone n'est pas routé, vous ne verrez pas le contenu de ce dossier-là. D'accord ? Donc ici, j'ai routé mon AVD. Et donc, si je descends un petit peu plus bas, notez que normalement, je vais y retrouver les applications que j'ai déployées. Tiens, j'ai un test ORM Lite. Et j'y retrouve quoi? Tiens, j'y retrouve une base de données. Notez que ici, j'ai un bouton. Je peux faire un pull.
Un pool, c'est je vais l'extraire, hein, je vais le mettre sur mon desktop. Regardez, je clique sur desktop ici et je veux extraire game.db. Bon, ben regardez, si je reviens au niveau de mon bureau, on voit qu'on a notre fichier de base de données qui a été extrait. Alors regardez, je refais une manip que j'avais aussi faite dans le tuto précédent. Là, je l'ai désinstallé volontairement, mais j'ai un outil d'Android Studio qui me permet de pouvoir visualiser le contenu d'une base de données SQLite. Si on veut vérifier que tout s'est bien passé, qu'on a bien poussé nos données, ben, il faudrait pouvoir voir le contenu de la base. Ben, regardez, si vous allez dans File, ici, vous pouvez demander les settings de Android Studio. Vous cliquez dessus. Vous avez dans Plugins, ben, l'ensemble des plugins qui nous sont proposés. Hein. Je peux ici faire un Browse Repositories. Et là, ben, je tape SQLite. Ben, il vous propose un certain nombre d'outils vous permettant de travailler avec SQLite, et notamment le Database Navigator. Moi, c'est celui que j'utilise. Regardez, vous cliquez sur Install à ce niveau-là, ben, ça va installer ce petit outil. Très bien, bon, il faut attendre hein, que le téléchargement soit effectué. Ça prend quelques secondes, c'est pas très très long, mais bon, ça prend quelques secondes malgré tout. Une fois que ce plugin aura été téléchargé, il va falloir redémarrer Android Studio. Donc on va voir ça dans quelques secondes. Et une fois qu'on l'aura redémarré, on va pouvoir se connecter à partir de là à notre base de données. Et donc l'idée, c'est de bien aller vérifier que la table T-Scores a été produite et de vérifier qu'on a bien nos deux utilisateurs James et Jason qui ont été poussés dans la base. D'accord, donc si tout va bien, on devrait avoir une table avec deux records au niveau de cette table. Bon, ben regardez, on y est presque, hein, on va bientôt pouvoir vérifier ces informations. Donc encore quelques secondes de patience. Voilà, on y arrive. Donc, je fais mon close. OK. Là, il me dit qu'il faut redémarrer. Donc, je redémarre Android Studio. Bon, ben, ça met quelques secondes. Hein. Il est en train de redémarrer. Voilà, bon, il nous a fermé un certain nombre de choses, mais bon, c'est ce qui explique que là, on a plus ADB. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça y est, mon projet redémarre, mon studio est redémarré, mon projet est bien présent dans la vue Project, mais notez que maintenant on a une vue ici DB Browser. Ben, ça me permet, en cliquant sur le plus ici, de pouvoir rajouter une connexion à une base de données. Ma base de données elle est de type SQLite, je clique dessus. Voilà. Ici, j'ai les informations de connexion donc qu'il faut que je remplisse à ce niveau-là. Alors, il y a déjà un premier fichier, mais il n'est pas renseigné. Mais il vous dit le fichier principal, il est où? Ben, vous voyez, je vais le choper au niveau de mon desktop. Sur mon desktop, ben, qu'est-ce que j'y retrouve? Ben, j'y retrouve game.db. Très bien. À partir de là, je fais OK. Et notez, ben, maintenant, j'ai une connexion à cette base de données SQLite. Si je déroule mon menu ici, ben, j'y retrouve bien, tiens, une table T-Scores. Si je regarde ben, les constitués des 4 colonnes que j'avais fournies, et si je fais ici un Edit Data, alors sans filtre, hein, je ne veux pas avoir de filtre à ce niveau-là, ben, notez, on retrouve bien ben, les informations qu'on souhaitait y injecter. Parfait. Maintenant, ben, on va passer à la suite. Et donc, l'étape suivante ben, va consister à récupérer les données qu'on a poussées hein, au niveau de notre activité. Ici, j'aimerais pouvoir récupérer mes deux utilisateurs. Alors, notez que pour le moment, je commente ces deux lignes. Très bien. Je reprends mon Database Manager et je vais y rajouter une nouvelle méthode. Ben, je vais l'appeler read. Non, excusez-moi, là ça va renvoyer une liste. Hein. Alors une liste c'est dans java.util. Une liste de quoi? Ben, une liste de scores. Hein. Et je vais l'appeler read top 10. Très bien. Et donc, ben, en gros, je vais m'appuyer sur le code qu'on avait déjà écrit à ce niveau-là, hein, parce que j'ai besoin d'une DAO qui va me permettre ben, de manipuler ben, mon type score. Donc je récupère ce code-là, sauf que bah, ce n'est pas un create que je veux faire cette fois-ci. Ce que je veux faire, c'est retrouver bah, tous les scores que je peux avoir en base. Bon, j'ai dit top 10, mais c'est vrai que là, bah, je vais récupérer les read scores. Voilà. Alors pourquoi? Parce que je peux travailler de différentes manières. Dans tous les cas, en première
manip, ben, je voulais vous montrer la méthode regardez, vous avez toutes les méthodes qui vous sont proposées ici, et donc c'était la query que je voulais. Et donc, vous pouvez faire différents types de requêtes. Vous pouvez récupérer tous les éléments, excusez-moi, ceux qui répondent à une contrainte particulière, ceux qui ont un ID bien précis, une clé primaire précise, et ainsi de suite. D'accord ? Moi, je voulais déjà tester un query for all. Query for all, ça tombe bien, ça renvoie quoi ? Ça renvoie une liste de scores. Ce sont mes scores. Si j'ai bien lu ma liste de scores, je dis que mon read scores c'est correctement exécuté. Et notez ici, qu'est-ce que je fais ? Je fais un return de ma liste. Si jamais j'ai un souci, on peut imaginer qu'on fasse un return de nul. Très bien. Donc encore une fois, c'est ma DAO orienté score, qui me permet de récupérer ici tous mes résultats. Regardez, je reviens ici, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces scores. Donc je veux une liste. Voilà, c'est une liste de quoi? C'est une liste de scores. Et je fais comment pour la récupérer? Sur mon database manager, ce que je fais, database manager en minuscule, je fais un read scores. À partir de là, je vais parcourir tous mes scores. Bon, là, je suis optimiste. Je n'ai pas traité le cas où la valeur rendue pouvait être nulle. Bon, on reste optimiste. Voilà, donc je veux parcourir l'ensemble de tous les scores. Et ce que je vais faire, c'est que sur mon text view, alors je l'avais appelé scores views, je vais faire un append. Et je vais faire un append de quoi? Du toString de mon score, auquel je vais concaténer 2 retours à la ligne, pourquoi pas. Bon, et bien regardez, je relance mon application dans l'émulateur. Il me faut patienter quelques secondes, le temps qu'il reconstruise et qu'il redéploie. Et donc voilà, on est bien en train de récupérer nos 2 scores. Donc James, il a un score de 1000. Sa clé primaire C1, il a fait le score à telle date. Et puis là-bas, on a le deuxième utilisateur, Jason, qui a fait 1200. Très bien. Maintenant, il faut comprendre une chose. Un ORM, ça permet de mettre en lien des classes avec des tables, certes. Mais le R, il est là pour relational. Les tables, elles peuvent être mises en relation. On peut avoir des jointures au niveau de nos tables. La question, c'est comment on va récupérer des données qui sont sur plusieurs tables au niveau de classe Java. Regardez, pour ce faire, je vais un petit peu modifier mon code. Et jusqu'à présent, nous n'avions qu'une seule classe qui était scores. Dans la classe score, on avait un attribut name. Je vais changer la chose. Je vais rajouter une nouvelle classe ici que je vais appeler user. Cette classe user, elle va avoir un certain nombre de caractéristiques. Elle va avoir quoi? Elle va avoir un private int id user. Elle va avoir un private string first name. Un private string last name. Et puis pourquoi pas, encore un dernier attribut, encore une fois une string, ce serait un email. Très bien. Bon, à partir de là, je me dois d'avoir un constructeur à vide. Je dois aussi avoir un constructeur, pourquoi pas, qui me permettrait de créer un utilisateur à partir de ces informations-là. Attention, si je crée un nouvel objet, ça veut dire qu'il n'est pas forcément synchronisé en base de données, donc l'ID, ce n'est pas à moi de le fournir. C'est encore une fois la base qui doit le générer. D'accord? Donc regardez ici, je fais bouton droit Generate. Je veux quoi? Un constructeur qui accepte que ces informations-là. Et puis pour aller vite, je génère aussi mes getters et mes setters. Je les prends tous. Et puis je finirai par un toString pour afficher un utilisateur.
Allez, on va partir de l'idée pour bien matérialiser l'utilisateur qu'on commencera par une parenthèse ouvrante, plus le first name, plus un blanc, plus le last name. Allez, dans l'affichage, je ne vais pas remettre l'email, mais faites-moi confiance, l'email va être persisté en base. Très bien. Du coup, regardez, au niveau de scores, ce que je veux, c'est plus un string. Ce que je veux, c'est un user. D'accord? Alors du coup, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Déjà, il faut qu'au niveau de la classe user, je mette en place mon mapping. Donc on va décider de stocker nos utilisateurs dans une classe que nous appellerons TUsers. Impeccable. C'est pareil, ici je vais récupérer cette annotation. Et donc on va indiquer ici que IDUser, c'est bien une clé primaire. On va dire que le first name sera persistant en base, pareil pour le last name, et pareil pour notre email. Donc ça, c'est parfait. La classe user, elle est vraiment parfaite, il n'y a rien à y rajouter de plus, elle devrait normalement être persistante. Par contre, au niveau de nos scores, on a un petit souci. C'est que maintenant, ce qu'on a ici, c'est un objet. C'est un objet vers quelque chose qui est défini à ce niveau-là. Mais ça veut dire qu'en base de données, je vais avoir une table tscore, une base TUsers, une table TUsers, et je vais avoir une jointure entre les deux tables. Il faut que la table tscores fournisse une colonne dans laquelle on retrouvera l'identifiant, l'ID de l'utilisateur. On va voir ça dans quelques minutes en ouvrant la base de données. Mais donc ça veut dire qu'ici, il faut que je lui donne quelques informations supplémentaires. Donc ce user là, alors bien entendu, j'ai plus de getName et de setName, tant que j'y suis, je corrige les choses. Donc ici, c'est un getUser et un setUser. Et puis tant qu'on y est, ici je vais afficher quoi? Le user, je vais prendre le toString du user. Très bien. Oui, fatalement, on va aussi changer notre constructeur. Notre constructeur, donc, il prendra un user. Donc là, cette fois-ci, c'est pas mal. Mais il faut que je finisse à ce niveau-là. Là, j'ai besoin de renseigner des informations complémentaires. Alors, on va dire qu'un score sans la personne qui lui est associée, c'est pas possible. Donc, je vais rajouter une annotation, un paramètre dans mon annotation qui dit que je ne veux pas autoriser nul au niveau d'un user. C'est-à-dire que si j'essaye de synchroniser un objet score pour lequel le user est à nul, ça générera une exception. Il me faut forcément l'utilisateur. Je vais dire que ça, c'est une clé de référence. Par défaut, foreign est à false. Donc là, je le place à true. C'est une clé de référence qui va référencer un enregistrement dans une autre table. Et il me faut la foreign column name. En gros, dans la classe TUsers, quel est l'identifiant associé à la clé primaire? C'est IDUser. Donc ça, c'est très bien. Et je vais rajouter une dernière information. Ça pourrait suffire. On pourrait s'arrêter là. Normalement, ça fonctionne. Le problème, c'est que si là, je crée un nouvel utilisateur, et si je crée un nouveau score, il faut que je sauvegarde et l'utilisateur et le score. Et je ne pourrai pas sauvegarder le score tant que je n'aurai pas sauvegardé l'utilisateur, parce que je n'aurai pas son identifiant. Dans la table des scores, on n'aura pas l'ID user qui permettra de mettre en place la relation. Si je veux simplifier les choses, ce que je peux faire ici, c'est je peux dire que je veux un foreign autocreate à true. Là, je suis en train de dire que si je cherche à synchroniser un nouveau score, l'utilisateur, s'il n'est pas déjà créé, sera synchronisé lui aussi. Très bien. À partir de là, regardez, je reviens ici et je fais quelques petites modifications dans mon code. Effectivement, si on avait eu un onCreate, maintenant il faudrait faire un createTable y compris sur user. Alors on fait un changement au niveau de la structure de la base de données. Donc notez que maintenant il faut passer en version 2. Donc comme je passe en version 2, ça va invoquer le onUpgrade. Donc je vais tomber cette table. D'accord ? On peut aussi lui demander éventuellement de tomber l'autre table si elle existait.
D'accord, bon, ça on en reparlera après, mais il me faudra tomber TUsers. Bon, sauf que TUsers, pour le moment, n'existe pas. Très bien. Et notez que ici, je réinvoque mon onCreate. Donc je vais bien reconstruire la table score et maintenant la table user. Je reviens au niveau de mon activité principale. On va reprendre notre petit scénario de test. Là, ce qu'on voulait, c'était afficher les scores. Très bien, mais fallait-il qu'on en ait? On vient de détruire la base. Je viens de demander à faire une destruction au prochain déploiement. Donc regardez ici, je vais créer un nouveau score. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? En vérité, je vais créer un nouveau user. Oui, alors je vais le faire comme ça, parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Regardez, je vais faire un user. Lui, je vais l'appeler James. Et James, c'est quoi? C'est un new user. Son first name, James. Bon, vous vous en doutez. Son nom de famille, Bond. Et son email, bond@mi6.uk. Très bien. Je veux un deuxième utilisateur, c'est Jason. Bon, bien entendu, c'est Jason Bourne. Voilà. Et donc, lui, son email, c'est bourne@cia.com. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter dans mes scores non pas une chaîne de caractères, mais un objet de type user. Notez que là, a priori, je cherche à faire uniquement un insert score. Sauf que comme au niveau du type score, j'ai dit que ma clé de référence, elle était en plus de ça à gérer en auto-création lors de la création d'un nouvel élément, ça veut dire que ça va automatiquement me rajouter James et automatiquement me rajouter Jason. Allez, il faut vérifier si ça marche bien. Donc je redéploie tout ça au niveau de notre émulateur. Bon, regardez, ça a l'air de franchement bien marcher parce que déjà j'ai bien l'affichage d'un user complet. Mais vous pourriez me dire, oui, mais le user, là, on l'a créé en dur dans le code. Je vous l'accorde. Mais en vérité, j'ai rechargé les données directement à partir de la base. Donc c'est bien la preuve que ça a marché. D'accord. Au pire, maintenant, ce que je peux faire, c'est commenter ces 4 lignes. Regardez, je sélectionne ces 4 lignes. Je fais CTRL/. Le slash est celui du pavé numérique. D'accord. Ça commente mon bloc. Je relance l'application. Bon, notez, on a bien relu, effectivement, nos utilisateurs. Maintenant, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce que j'ai en base de données. Regardez, je reprends mon outil, je me reconnecte, je redescends dans data, /data, / le nom de notre application, / répertoire databases, et j'ai mon game.db. Je refais une extraction de cette base de données. Très bien. Je reviens dans mon affichage de base. Ici, je viens faire sur ma connexion, ou sur la table, non, sur la table, ça devrait suffire, un reload, voilà, ou même un refresh à ce niveau-là, reload, voilà. Et donc, j'ai combien de tables maintenant? J'ai 2 tables. J'ai tscores et TUsers. Qu'est-ce que j'ai dans TUsers? J'ai 4 colonnes, impeccable. Si j'affiche les données de cette table, sans filtre, il y a un petit souci de lecture de notre table. Bon, ça c'est l'effet démo. Bon, je ne sais pas pourquoi l'outil n'arrive pas à m'afficher, mais en gros, on a bien normalement nos 2 utilisateurs. Regardez là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la connexion avec la base. Voilà, je relâche tous les affichages que j'avais. Je me reconnecte à la base de données. Donc normalement, il s'est reconnecté. Et là, je retente. Ça y est, bon, il y a eu un petit bug dans l'outil, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai peut-être fait une mauvaise manip. Dans tous les cas, notez que là, je récupère bien donc, mes données. Et donc, on a bien notre James Bond et notre Bourne. Ils ont comme ID 1 et 2.
Et si je viens dans T-Scores et que je demande à réactualiser les données de cet affichage, alors le problème c'est que l'outil étant déjà ouvert, il ne s'est pas bien resynchronisé. T-Scores reload, refresh, ouais. Voilà. Et donc, on a combien de colonnes? Maintenant, on a ID score, mais on a aussi un user ID. Donc, je ferme toutes les tables que j'avais ouvertes. Je redemande un affichage de T-Scores. Bon, il ne veut pas m'afficher ma colonne. C'est encore un effet démo, mais bon, en tout cas, normalement, vous avez aussi ici les ID qui ont été produits, qui référencent, bien entendu, la table des scores, la table des utilisateurs. Très bien. Bon, voilà qui clôt cette petite manip donc sur la manipulation de données par l'intermédiaire d'un ORM, donc ici ORM Lite. Alors notez, c'est pas le seul, il en existe d'autres d'ORM pour Android. Moi c'est celui que je trouve être le plus sympathique, donc c'est celui que j'utilise sur mes développements. Bon, à partir de là, on a constaté quand même que la quantité de code et la complexité du code à produire est quand même beaucoup moindre que si j'avais dû tout faire directement avec du code SQL. Si j'avais utilisé directement SQLite Open Helper. Donc je vous conseille très vivement d'utiliser un ORM. Voilà. Bon, à partir de là, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, c'est vraiment très utile pour moi, pour faire connaître les tutos. N'hésitez pas non plus à le repartager. N'oubliez pas non plus, vous retrouvez tous nos tutos sur notre site web, cours.fr, au niveau de la section Java. Vous allez dans la sous-section Android, et vous retrouverez ici, normalement, tous nos tutos, ainsi que le support de cours. Voilà, donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis à partir de là, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour le prochain tuto. Et puis je vous remercie de votre attention.